Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue à l'édition du Bulletin de nouvelles du 3 novembre. Pour commencer, l'église La Riveraine à Rivière-Trois-Pistoles s'est complètement transformée, a présenté le show hommage à Nirvana April 8, le 27 octobre dernier. En voici des images. Me voilà ici à l'église La Riveraine à Rivière-Trois-Pistoles en compagnie de Jean Sepp. Oui. Jean Sepp est l'organisateur de l'événement. Oui, en collaboration avec Amanda et les Caboteurs. En fait, on est membre de l'organisme Les Caboteurs qui a pour mission, dans le fond, de diffuser des artistes de la relève et des plus gros spectacles aussi. Donc, on va collecter des fonds dans les plus gros spectacles pour être capable d'offrir des spectacles à moindre coût avec l'organisme. Dans le fond, c'est la mission de l'organisme, de rendre accessible l'art de la scène et la culture de la scène. Ouais. Puis, est-ce que les shows sont exclusivement ici à Rivière-Trois-Pistoles ou vous promenez un peu partout? On est vraiment, en fait, l'organisme, c'est les Caboteurs Bas-Saint-Laurent. Donc, on vise l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Pour l'instant, on a travaillé beaucoup avec le Café culturel de la Pointe à Rivière-du-Loup et avec l'église La Riveraine. C'est le deuxième spectacle qu'on fait ici. On a fait le spectacle de Georges Well au mois de juillet. Puis là, c'est April 8 ce soir. Hommage à Nirvana. Hommage à Nirvana, exactement. Donc, on suppose que tu es déguisé pour l'événement. Je suis déguisé pour l'événement, demandez-moi pas à quoi. OK. Ah, ça. C'est bien correct. L'important, c'est de participer. Il y a un prix pour le plus beau costume ce soir. Oui, exactement. Puis on s'attend à quoi à l'hommage à Nirvana ce soir? À une reproduction du band de Nirvana. Vous allez avoir vraiment l'impression d'avoir Kurt Cobain on stage, plein de monde, vraiment. Le son, ça sonne comme Nirvana. Très contente d'être ici ce soir. De plus en plus, on voit des spectacles dans des églises. Dans une église, c'est une atmosphère assez spéciale quand même. Bien, l'église, ça a un côté rassembleur. Tu sais, dans son côté traditionnel de l'église, l'objectif, c'est de rassembler le monde. Un des gros intérêts des églises, c'est vraiment la qualité sonore. Il y a une belle sonorité. Puis le côté rassembleur est vraiment important pour ça. C'est pour ça, en fait, qu'on aime bien utiliser l'église ici. Puis en même temps, ça permet de redynamiser les petites communautés qui... rassembler les petites communautés. Je pense que plusieurs personnes regardent Trois-Pistoles, c'est à proximité. Tout le monde se connaît, puis je pense que c'est facile d'accès. Oui. Puis je pense que vous allez avoir une foule importante ce soir. Tu t'attends à au moins une centaine de spectateurs. Exactement, ouais. On sait qu'il va y avoir au moins la moitié des spectateurs là, qui sont de Rivière-Trois-Pistoles et Trois-Pistoles. Donc, c'est vraiment... on est vraiment content d'avoir rejoint une partie de la communauté comme ça. En fait, j'invite tout le monde à venir nous suivre sur notre page Facebook Les Caboteurs pour voir les prochains événements à venir. Pour l'instant, c'est concentré sur April 8. On y va un événement à la fois. Là, présentement, on est 2 bénévoles à temps plein. Plus ce soir, on a 8 bénévoles au total qui s'occupent de l'organisation, de l'accueil, la sécurité et le bar. Alors, on invite les gens des Basques la prochaine fois qu'il y aura un spectacle. Présentez-vous, vous avez le plaisir de garanti. Donc, je vous rappelle de suivre les Caboteurs sur Facebook. Oui. Merci. Merci. On se transporte maintenant à la Forge à Bérubé. Le 28 octobre dernier, 4 groupes se sont présentés dans le cadre de l'événement Dead Pistol. C'était la première édition. En voici quelques images.
Maintenant, je vous présente une entrevue tellement intéressante avec M. François Desjardins. Il a présenté la première édition de la Nuit des sans-abri dans le parc de l'Église. Bonjour à tous, je suis en compagnie de François Desjardins, chargé de projet en itinérance. Bonjour François, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi-même. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais me définir qu'est-ce que c'est ton travail, ta mission, tes objectifs? Oui, ben en fait, en tant que chargé de projet en itinérance, là, on a développé, grâce au chantier de l'Alliance en habitation, dans les Basques, des intervenants et intervenantes là, du milieu communautaire et du CIS, développé le projet en itinérance dans les Basques, qui a pour but en fait de créer en fait un appartement d'urgence, 2 appartements d'urgence maintenant, pour venir en aide là, aux personnes qui vivent des situations d'itinérance dans les Basques et plus largement là, au Bas-Saint-Laurent. Mon objectif, moi, en fait, là, c'est de m'occuper d'abord de ces appartements-là, donc de les meubler, de m'assurer que qu'ils soient en bon état et que les gens puissent avoir là, tout le nécessaire. Mais c'est surtout d'accueillir, d'accompagner et de référer des personnes en situation d'itinérance qui me sont référées par le milieu communautaire, les intervenants et intervenantes du milieu communautaire ou du réseau de santé des services sociaux. L'idée, en fait, c'est qu'avec les appartements d'urgence, on souhaite que les gens aient leurs besoins de base comblés. Donc, avec un toit sécuritaire d'abord, avec une aide alimentaire, une aide vestimentaire et les produits d'hygiène de base nécessaires. À ce moment-là, on croit, avec notre expérience, puis avec différents autres intervenants et intervenantes, que lorsque les besoins de base d'une personne sont comblés, déjà, on est dans la dignité de la personne et ça permet en fait de mieux être capable de se réorganiser et potentiellement là, de trouver un plan B qui correspond aux besoins des personnes. Donc, tu as mentionné que c'est aussi au niveau des services de la santé et des services sociaux que sont référés à toi les gens en situation d'itinérance. Ça peut être aussi par différents organismes, ça peut être des gens. Comment on fait pour te rejoindre? Ben en fait, à la base, nous, on souhaitait que les gens aient déjà en fait une intervenante ou un intervenant qui les accompagne déjà. Donc, c'est ces gens-là qui venaient vers moi pour dire, OK, bon, ben j'ai une situation, aurais-tu de la place dans l'appartement, par exemple? Lorsque les personnes n'ont pas d'intervenant, d'intervenante, ils peuvent contacter le travail de rue. Ou sinon, là, ils peuvent appeler au 811 option 2, donc qui est dans le réseau de la santé. Puis cette option-là me revient finalement. Là, Ça paraît peut-être banal comme question, mais peut-être il y en a qui se demandent pourquoi les gens se retrouvent en situation d'itinérance. Quelles sont les principales raisons? Les raisons, les parcours et les visages de l'itinérance sont de plus en plus multiples. Donc, avec la crise du logement, l'inflation, donc le coût de la vie, les enjeux socio-économiques et sanitaires même, font en sorte que de plus en plus de personnes sont à risque, en fait, d'être en situation d'itinérance. Ce qu'on voit dans les régions moins urbanisées, en fait, donc c'est beaucoup d'instabilité résidentielle. Donc, il y a des gens, par exemple, qui, je sais pas moi, qui ont un sinistre à la maison, donc un dégât d'eau, un feu, et qui, n'ont pas de réseau ou bien, je sais pas, peuvent pas être accueillis par leur réseau de soutien personnel. Là, avec la crise du logement, c'est difficile maintenant de dire, OK, bon, j'appelle un propriétaire, puis peux-tu me louer un appartement pendant un mois, une semaine, le temps que ça se règle. Non plus, là. Des fois, ils sont pas assurés. Donc, tu sais, déjà, donc, le sinistre, c'est quelque chose là qu'on voit. Les problèmes conjugaux, les problèmes familiaux, donc des séparations, des divorces plus difficiles, où les gens, soit ont de la misère à se remettre de cette situation-là, qui peuvent parfois, là, donc, mener à des situations de précarité plus importantes, qui, parfois, c'est ça, donc, les gens, je sais pas moi, ont des situations, des moments plus dépressifs. Donc là, tu sais, ça peut amener vraiment des choses
qu'on souhaite pas, tu sais, puis que personne n'est à l'abri vraiment de ça. Je veux pas être trop pessimiste non plus, mais tu sais, je crois qu'il faut quand même être réaliste dans la mesure où avant, que ce soit par exemple là, on est dans un appartement, on s'en a pas avec notre propriétaire ou ben non, je sais pas, avec la pandémie, là, plusieurs personnes se sont achetés des animaux, de tout d'un coup, ben ils peuvent plus s'en occuper ou le propriétaire ne veut plus, par exemple, avoir les animaux. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Parce que il reste que l'appartement ou le lieu de résidence est rendu très difficile à obtenir. Donc, c'est quelques exemples là, parmi tant d'autres qui peuvent mener à des situations difficiles. Donc, il y a un besoin dans les basques, je comprends bien. Ben, il y a un besoin dans les basques, puis il faut faire l'état des choses là. Tu sais, les basques, c'est une MRC ben vieillissante, plutôt précaire, donc avec un revenu moyen plutôt bas. Donc, c'est sûr que ça crée une population qui est plus à risque aussi d'avoir des situations d'itinérance. Encore là, on s'entend, là, la majorité des gens s'en sortent, mais le service est là pour justement le combler ce trou de filet social. Puis, ben, à dire là, peut-être que notre appartement est à haut seuil d'accessibilité. On souhaitait, là, dans le projet en itinérance dans les Basques, de justement combler un petit trou là, dans le filet des maisons d'hébergement déjà actives au Bas-Saint-Laurent. Donc, au seuil d'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accepte les personnes avec des animaux, on accepte les gens en couple, on accepte des familles. L'idée étant que plusieurs maisons d'hébergement, et c'est pas pour parler contre ces maisons-là, loin de là, mais tu sais, on a tout le monde des mandats différents. Donc, par exemple, il y a des maisons d'hébergement qui soutiennent davantage les femmes. On a besoin, il y en manque en fait de ces maisons d'hébergement-là. Mais il y en a d'autres pour les hommes, mais souvent, ben ces maisons-là n'acceptent pas les animaux, par exemple. Ou si la femme a des enfants, ben les logements sont trop petits pour accueillir les enfants. L'idée, c'est d'avoir un répit pour la femme, donc les enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir combler là, ce trou de service. La semaine dernière a eu lieu la première édition de la Nuit des sans-abri, la 34e édition à travers le Québec, mais la première ici à Trois-Pistoles. Comment s'est déroulé ton événement? Ben, somme toute, ça s'est très bien déroulé. Je suis quand même content. Donc, c'était une première édition, effectivement, ici. La 34e édition là, au Québec se nommait Sans toi ni choix, qui fait référence à la crise du logement, notamment, là, qui sévit partout. Ici, écoutez, il doit avoir passé à peu près une 60aine de personnes là, durant l'événement qui se tenait de 13h à 21h. C'était à l'extérieur? C'était en grosse partie à l'extérieur, dans le parc de l'église, et il y avait la friperie communautaire et la projection du film Ma cité évincée qui se déroulait à l'intérieur de la salle Vézina. Il y a eu un poème, une prise de parole en public. Puis ça s'est déroulé quand même jusqu'à 21h le soir ou 20h? 21h exactement. 21h le soir. Il y a eu une projection à l'intérieur à la salle Vézina. Oui. Puis on y fait quoi dans cette journée-là? Oui, je comprends qu'il y a eu des prises de parole, une conférence. C'est pour la sensibilisation face à la situation de l'itinérance? Exactement. Donc, l'objectif principal de la Nuit des sans-abri, c'est de faire de la sensibilisation là, auprès de la population et des décideuses politiques. Évidemment, ben c'est aussi pour souligner là l'ensemble de la mobilisation citoyenne et communautaire qui se crée là autour des enjeux en itinérance. Donc effectivement, l'événement là avait pour but de créer d'abord là une espèce avec la maison du notaire un atelier artistique de mobilisation. Ensuite, il y avait une prise de parole là, afin d'expliquer un petit peu justement là quel était le projet dans les Basques, puis ben l'ensemble de la journée et quelques statistiques. Ensuite, il y a eu en 5 à 7 là, le gros des activités, soit une soupe populaire avec Croque Ensemble des Basques, une friperie communautaire avec la Maison Le Puy, et donc Emmanuel Pierrot, poète, et Christine Pelletier, conteuse, qui nous ont fait des performances là, suivies d'un micro ouvert.
Et ensuite, donc, il y avait la projection du film Ma cité évincée, on a été chanceux, là, grâce à l'Anguille, qui est la bibliothèque communautaire à Rivière-Trois-Pistoles, d'avoir en primeur un petit peu là, ce film-là, qui sortait en fait justement en primeur à Montréal pour l'année des sans-abri cette année. C'est intéressant. Oui, on a été vraiment très chanceux. Puis c'est ça, donc il y a eu quand même une quinzaine de personnes là, qui ont assisté à cette projection. Est-ce qu'on peut nommer ton partenaire? Pour le film, c'est l'Anguille. Oui, le partenaire de l'événement, le Maillon, qui était quand même un partenaire intéressant pour ton activité. Oui, ben en fait, c'est ça, là, il y a eu effectivement plein de... Mais je vois que le Maillon faisait quand même une bonne figure dans ton événement. Effectivement, donc le Maillon, c'est ça qui est comme un regroupement là, de services communautaires et institutionnels là, dans les Basques. Effectivement, qui était là. Le projet en itinérance dans les Basques et fait partie donc du Périscope des Basques, qui est l'organisme en santé mentale ici. Donc ils sont fiduciaires en fait là, du projet. Et le Maillon était présent effectivement pour présenter là, l'ensemble des services à la population. Ben, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non? Non, ça fait bien le tour, je crois. Ben, je te remercie beaucoup, François Desjardins, pour ta présence. Puis bonne continuation dans ton projet. Puis je te souhaite une deuxième édition de la Nuit des sans-abri l'année prochaine. Ben, merci beaucoup. Merci. Encore dans le cadre des activités de l'Halloween à Trois-Pistoles, la Maison de la famille s'est jointe à la Maison des jeunes de Trois-Pistoles et ont présenté une maison hantée à la Maison de la famille. Plusieurs jeunes se sont présentés lors de l'événement et dans mon reportage, vous allez voir plusieurs figurants. Il y a de quoi avoir peur! Bon parcours!
Ça me fait peur. J'ai fait de ça. C'est vraiment bon. Vous voulez jouer avec nous? Viens jouer avec moi. Maintenant, je suis allée rencontrer Mme Mélanie Rioux de la MRC des Basques et Mme Sandy Lebel du CLD pour nous parler de « Je vous laisse le découvrir ». Le Salon de l'emploi pour les travailleurs expérimentés voit le jour dans les Basques. Je suis en compagnie de Sandy Lebel, qui est conseillère aux entreprises en ressources humaines au Centre local de développement des Basques. Et je suis en compagnie de Mme Marie-Ève Rioux, qui Bonjour! Agent de développement en notre activité au niveau de la MRC des Basques. Au niveau du Salon pour l'emploi des travailleurs expérimentés qui aura lieu le 9 novembre prochain aux Galeries Trois-Pistoles, à qui s'adresse ce salon? Qui sont les travailleurs expérimentés? Oui, c'est une bonne question. Cette clientèle-là, les travailleurs expérimentés, on pense aux personnes qui sont actuellement à la retraite, donc qui ont mis fin à leur emploi. Environ 50 ans et plus. Oui, oui. Ou ceux qui seront prochainement à la retraite. OK. Donc, en vue de préparer, dans le fond, la transition vers la retraite, certaines personnes peuvent avoir le goût, dans le fond, de
déjà de prévoir un petit peu qu'est-ce que ça va être la suite. Est-ce que ça va être une retraite vraiment pleine, en bonne et due forme, ou peut-être maintenir un petit lien avec l'emploi, modulé selon les besoins de la personne, les intérêts. Puis, justement, on parle de 50 ans. On sait que bien souvent, la retraite, ça va au-delà de ça en termes d'âge, mais c'est l'âge qui est considéré quand on pense aux travailleurs expérimentés. Donc, au niveau du salon, je pense que ce salon-là, qui a été pensé au préalablement, lors du 27 septembre dernier, il y a eu un atelier qui a été donné ici pour les employeurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, effectivement, c'est Mme Pamela Bérubé de GoRH qui est venue donner une conférence aux employeurs. C'était en fait un événement préparatoire à notre salon de l'emploi pour les travailleurs expérimentés. Donc, Mme Bérubé donnait des idées, des trucs pour les employeurs qui désirent embaucher des travailleurs expérimentés, parce qu'on sait que les travailleurs expérimentés, comme disait Marie-Ève, c'est 50 ans et plus. Donc, il y en a là-dedans qui ont des petits-enfants, qui veulent passer du temps avec leurs petits-enfants. Il y en a qui sont aussi des aidants naturels. Donc, il faut tenir compte de leur contexte de vie. Aussi, au niveau de l'âge, ça se peut que les emplois aient besoin d'adaptation au niveau physique pour ces travailleurs-là. Donc, on voulait outiller ces employeurs-là à partir de cet événement-là pour le Salon de l'emploi qui va avoir lieu en novembre. Si je comprends bien, il y a un besoin. Si le Salon de l'emploi sera créé prochainement pour la première édition, peut-être qu'il y aura d'autres éditions à venir, il y a des besoins, puis une pénurie de main-d'œuvre, on entend souvent parler. Ces travailleurs-là expérimentés pourraient combler le vide, dans le fond. On pense que c'est une avenue qui peut être explorée, effectivement. Dans le fond, on le sait, sur le territoire de la MRC-des-Basques, la population des aînés est quand même un pourcentage supérieur si on la compare à l'ensemble du Québec. Puis, on le sait que si on module peut-être nos offres d'emploi, si on trouve une façon vraiment de s'adresser qui correspond aux besoins des personnes, des travailleurs expérimentés, bien, peut-être qu'on va réussir, oui, à aller en chercher quelques-uns de plus, puis effectivement, peut-être en venir à amoindrir le grand besoin de ressources dans les entreprises, là. Donc oui, c'est une façon, ultimement, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère qu'il va y avoir une différence là, en termes de besoin de main-d'œuvre pour nos entreprises. C'est une tentative qu'on essaie. Ben oui, c'est une très bonne idée, soit dit en passant. Dans quel secteur il y a un manque de main-d'œuvre? Il y en a dans beaucoup de secteurs. Avez-vous un secteur en particulier? C'est sûr qu'on voit quand même, mais oui, plus particulièrement, mais il y a des besoins partout. Ouais. Mais c'est sûr, c'est difficile quand même au niveau de la restauration. Ouais. Au niveau aussi de la conduite, que ce soit camionnage, véhicules de déneigement, entretien des routes l'hiver. Ça, c'est des emplois qui sont beaucoup en demande au niveau du service à la clientèle aussi, de plus en plus. Je nomme ces secteurs-là, mais c'est pas les seuls, là, vraiment pas, là. Au niveau du salon de l'emploi pour les travailleurs expérimentés, ça va avoir lieu aux Galeries Trois-Pistoles. Il va y avoir une conférence prime abord? Oui, exactement. Dans le fond, cette journée-là, ça va être bien rempli. Ça commence dès 9h, une conférence qui s'adresse vraiment aux travailleurs expérimentés qui sont intéressés à en apprendre plus sur la question de la fiscalité. On le sait que souvent, c'est une question qui peut freiner peut-être les gens. Est-ce que je vais être pénalisée si je retourne travailler d'un point de vue fiscal? Donc, c'est vraiment cette question-là qu'on veut répondre. On veut défaire les mythes peut-être qui peuvent perdurer. Donc, on a fait appel à une personne de Revenu Québec pour vraiment venir approfondir la question, puis que tout le monde ait la même réponse, le même éclairage, puis qu'après ça, ils puissent prendre une décision plus approfondie, si on veut, là, quant à un éventuel retour sur le marché du travail. Donc oui, conférence de 9h à 11h. C'est sur inscription. On pourra vous transmettre les coordonnées sans problème. Oui. Donc, les gens sont invités. Il va y avoir du café, des viennoiseries à ce moment-là. On va avoir aussi sur place de 11h à midi ce qu'on appelle nos ambassadeurs. Donc, des personnes qui l'ont fait, eux, le choix de retourner sur le marché du travail, puis qu'on pense qu'ils peuvent être vraiment des personnes
éclairantes, positives, qui vont apporter un éclairage authentique sur qu'est-ce que ça leur a apporté. Qu'est-ce qu'elle leur a apporté de retourner au travail, Exactement. à la retraite ou... C'est ça. Donc, parler avec des personnes qui ont passé par là, il n'y a rien de mieux. Et sur le coup de midi, dans le fond, commence le salon de l'emploi qui va se terminer à 8 heures le soir. Et là, dans le fond, c'est toute la journée, employeur présent, le comité emploi va être sur place. Mais on va aussi avoir la présence du centre d'action bénévole qui va être présent pour présenter, eux, notamment leurs besoins en matière de bénévoles, leurs services aussi. On va également avoir Jocelyne Albert qui représente les clubs de personnes de 50 ans et plus qui va être là pour aborder les gens, connaître leurs besoins, qu'est-ce qui les intéresse en vue de peaufiner puis d'offrir une offre qui correspond, une offre d'activité, une offre de service qui correspond vraiment à la clientèle des 50 ans et plus. Donc, elle va être présente toute la journée aussi pour rencontrer les gens, discuter avec eux, nos employeurs, puis... c'est ça. On pense que ça va être une journée de réseautage aussi, une journée où les gens vont pouvoir se rencontrer, échanger, puis faire cheminer peut-être cette question-là dans leur tête. Pour aussi, dans l'après-midi, s'il y a quelqu'un qui est sans emploi ou en but de changer ou un travailleur expérimenté, va pouvoir aller porter son CV sur place? Oui, exactement. Les employeurs vont être présents sur place pour prendre les CV, pour parler avec les gens, puis aussi... On s'assure l'inscription est gratuite autant pour les travailleurs que pour les employeurs. Le seul critère pour que les employeurs puissent venir à notre salon, c'est d'avoir des offres d'emploi qui sont adaptées à ces travailleurs-là. Donc, ça va permettre des échanges entre les deux côtés. Les deux parties. Entre les deux parties, oui. Puis même que les gens qui n'auraient pas nécessairement un CV qui serait adapté au goût du jour, qui disent il manque des choses, mais ça fait trop longtemps que je me suis penchée sur la rédaction. On va avoir une clinique de CV avec 2 ressources vraiment qui sont spécialisées là-dedans pour aider les gens, partir de où est-ce qu'ils sont avec leur CV ou en refaire un complètement. Donc, une clinique sur place pour aider les gens à avoir un CV à jour. Merci beaucoup, mesdames, de m'avoir accordé cette entrevue. Donc, c'est un rendez-vous le 9 novembre prochain aux Galeries Trois-Pistoles. Maintenant, voici les activités à venir. Une soirée d'improvisation théâtrale aura lieu le 2 novembre à la Forge à Bérubé. Les portes rouvrent à 19h30. L'impro commence à 20h, au coût de 10 $. Une rencontre avec l'auteur Michel Jean aura lieu à la bibliothèque Anne-Marie d'Amour de Trois-Pistoles, dans le cadre du Salon du livre de Rimouski. Cette activité est gratuite. Maintenant, le Capable présente une conférence-spectacle de Chantal Fleury, qui aura lieu à l'auditorium de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Le coût est de 10 $. C'est déjà tout pour nos bulletins de nouvelles de cette semaine. On vous dit à la prochaine! C'était Véronique de TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.